il y a l'aqueduc romain, et puis ici, là, il y a le pont routier. Le pont routier, il s'appelle le pont Pitot, parce que c'est Pitot qui l'a construit pour protéger l'aqueduc, parce que les gens commençaient à vouloir passer très près des colonnades, etc. Donc, pendant des années et des années, on est passé devant le pont du Gard sur le pont Pitot. Maintenant, on n'y passe plus qu'à pied ou à vélo, parce que je ne sais pas si vous y êtes allé il y a longtemps, mais on vous fait garer un peu plus loin, et que vous restiez 1 heure ou toute la journée, ça vous coûtera 15 € et vous traverserez le pont Pitot uniquement à pied. Combien ? Ça a augmenté depuis l'an dernier au mois d'août. Donc, alors, Pitot, il retrouve là la grande tradition des hydrauliciens provençaux. Avant lui, un siècle à peu près avant lui, du côté de Salon, il y avait ce monsieur là, Adam de Craponne, qui s'était mis en tête d'irriguer les plaines salonnaises et d'assécher les marécages du côté d'Arles. Alors il a réussi sa première œuvre, et malheureusement il n'a pas pu assécher tous les marais autour d'Arles à cause d'une mort un peu prématurée, mais la statue d'Adam de Craponne est sur la place de Salon de Provence. Et puis il précède la dynastie des Maillords de Montrichet. Alors ça, c'est l'aîné, le père. Lui, il n'est pas né en Provence, il est né dans le canton de Vaud en Suisse, mais très jeune, il vient à Marseille. Il vient à Marseille, il est ingénieur et hydraulicien, et c'est lui qui va amener l'eau de la Durance à Marseille. C'est lui qui va permettre d'amener l'eau de la Durance à Marseille. Son fils naîtra à Marseille. Alors son fils, on lui doit le nettoyage du port de Marseille. Il épand les boues dans la plaine de la Crau qu'il fertilise un peu comme ça. Et puis, on doit au fils de Maillord de Montrichet les premières stations d'épuration d'Avignon, par exemple. Donc, voilà notre premier petit circuit, parti d'Avignon, qui a fait un petit tour par le pont du Gard, et puis qui est arrivé à Marseille. Alors, deuxième circuit, on va se promener autour de Marseille et de la Camargue. Autour de Marseille et de la Camargue, et je vais vous raconter en quelques transparents et projections l'histoire du savon de Marseille. Alors déjà, c'est pas une appellation d'origine contrôlée. Hein. On fait du savon de Marseille en Chine, au Japon, etc. Il faut simplement, pour qu'il ait le label savon de Marseille, qu'il y ait 70% de matière grasse à l'intérieur. Alors pourquoi le savon de Marseille ? Pourquoi cet engouement pour le savon de Marseille ? Alors il y a une anecdote. Il y a une anecdote sur l'origine du mot savon. Le mot savon, on l'attribue à Sappho. Sappho, c'est une montagne italienne où les Romains sacrifiaient des animaux et les faisaient brûler. Et donc, à partir du charnier, le feu, la graisse, les cendres, et on voyait descendre jusque dans la mer une espèce de pommade un peu ragoûtante, mais les femmes avaient remarqué 2 choses. D'une part, qu'avec cette pommade, quand elles le passaient sur leurs cheveux, les cheveux devenaient beaucoup plus agréables à toucher par les messieurs. Et puis, elles trouvaient que le linge était peut-être un peu plus propre, un peu plus facile à nettoyer. Et donc, ce sont vraisemblablement les Phéniciens qui ont apporté les recettes du savon de Marseille à Massilia,
à Marseille. Et donc à Marseille, il y avait à peu près tout ce qu'il fallait. Il y avait l'huile, notamment l'huile d'olive, et puis dans la Camargue toute proche, il y avait de la salicorne. Alors si on fait sécher de la salicorne et si on la fait brûler, on obtient une cendre qui est utilisée avec de l'huile et qui peut reproduire de façon à peu près correcte le savon qu'avaient découvert les Romains. Donc il y a les matières premières et puis Marseille est un port franc. Donc quand il n'y a plus suffisamment de salicorne en Camargue, eh bien, comme c'est un port franc, les bateaux peuvent partir en Italie, peuvent partir en Espagne, au delta de l'Èbre, du Guadalquivir, pour ramener de la salicorne. Et donc Marseille va devenir le centre mondial de la fabrication du savon à cause de cette conjonction. Et puis, la cendre d'origine végétale n'est pas suffisante pour alimenter tout le marché de la production du savon. Et donc, il faut créer des soudes. Alors, on appelle soudes les espèces qui se trouvent dans la cendre de la salicorne. On appelle soude le carbonate de sodium. Les Égyptiens appelaient la soude le natron. Donc c'est pas NaOH comme je l'ai appris à mes étudiants, c'est quelque chose qui contient du sodium et qui a des vertus basiques. Et donc il faut beaucoup de soude. Et donc là, l'Académie des sciences demande aux scientifiques français de proposer des procédés de fabrication de la soude. Elle offre 2600 francs or à la personne qui mettra au point un procédé de fabrication de la soude. Et le premier qui réussit, c'est Nicolas Leblanc. Nicolas Leblanc, il est chirurgien, il est chimiste, et il réfléchit à une réaction à partir du sel de mer. Il faut du sel de mer, il faut aussi de l'acide sulfurique. Et donc, il se met en tête de fabriquer la soude que l'on appellera la soude factice de Leblanc. Il réussit, mais ça va avoir quelques conséquences sur l'environnement, parce que le littoral méditerranéen du côté de Marseille, on va l'appeler le littoral de la soude. Il faut faire de l'acide sulfurique. Donc il faut faire brûler du soufre, il faut faire du SO2, il faut faire de l'acide, il y a des vapeurs qui partent un peu partout. Les Marseillais commencent à râler, donc la première réaction c'est d'éloigner les fabriques de soude Leblanc de la ville de Marseille. On les installe dans l'île de Porquerolles par exemple. De nos jours ça fait sourire, on les éloigne de la ville et bref. Pendant 70 ans, les procédés de soude Leblanc vont permettre d'alimenter l'industrie du savon et aussi l'industrie du verre, parce qu'il faut de la soude, du carbonate de sodium pour alimenter les verreries. Alors, Nicolas Leblanc, il va se ruiner. Il ne touchera jamais les 2400 francs or de son invention. Et il finira par se suicider. Mais il va être quand même réhabilité grâce au travail d'un chimiste d'Alès, Jean-Baptiste Dumas, qui va convaincre Napoléon III que les héritiers de Leblanc ont droit aux 2400 francs or qui avaient été promis par l'Académie des sciences. Donc c'est la grosse époque
73 établissements à Marseille, qui est la capitale de la fabrication du savon. Et puis là, j'ai mis quelques savonniers. Le premier, c'était Crescas d'Avin, en 1300 et quelques, qui avait monté la première usine de fabrication du savon, mais c'était très empirique. Maintenant, on sait qu'il faut de la soude, on en a, et donc ces deux personnes jouent un rôle important dans le développement de la chimie de la soude et de la fabrication du savon. Alors le second, il était professeur de mathématiques au lycée d'Istres, et c'est lui qui a créé l'usine de Rassuin, pour ceux qui vont un peu se promener ici. Et puis le temps passe, et il y a un monsieur là, Chevreul, qui fait faire de gros progrès à la compréhension de la fabrication du savon, la saponification. Lui, il va mettre des équations chimiques là derrière. Donc, à partir de lui, on saura un peu mieux les doses qu'il faut ajouter pour avoir un savon de telle et telle consistance. On comprendra un peu les proportions, etc. Alors, Michel Eugène Chevreul, il est connu parce que dans la première partie de sa vie, il a travaillé pour les céramiques de Sèvres. Et il a inventé tout un tas de colorants qui sont encore, à l'heure actuelle, utilisés dans la céramique. Il a vécu sous 2 empereurs, 4 rois et 3 républiques. Il est mort à 103 ans et demi. Donc, il a pu en faire des découvertes, mais pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est quand même grâce à lui que on comprendra la démystification de la fabrication du savon. Et puis, les choses avancent. Il n'y a plus suffisamment d'huile d'olive, et puis avec l'huile d'olive, on fait un savon qui est vaguement vert. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et alors, il y a un scientifique marseillais, Rougier, qui arrive à blanchir l'huile de palme. Donc, à partir du moment où on a de l'huile de palme blanchie, décolorée, eh bien, on peut faire des savons beaucoup plus clairs. C'est une autre façon d'ouvrir un marché. Alors, l'huile de palme, elle peut venir de l'Afrique du Nord. Hein. Cette époque-là, si vous regardez, on est en train de se répandre de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, il y a un fait important, c'est que déjà, on commence un peu à prendre conscience du respect de l'environnement. Alors, cette soude Leblanc qui fait suer tout le monde, là, même si on l'a fait un peu partir loin des villes, elle n'est pas satisfaisante. Et donc, il y a ce monsieur, c'est un Belge, Ernest Solvay, mais c'est le plus provençal de tous les Belges, vous allez voir. Donc Solvay invente une autre fabrication de soude, la soude dite à l'ammoniac. Alors je ne vais pas vous faire un cours de chimie, parce que moi je suis un peu en vacances ce soir, mais il faut, pour faire de la soude Solvay, il faut un carbonate d'ammonium, il faut du chlorure de sodium, il faut du calcaire, tout un tas de choses que l'on a soit dans la mer, soit dans la terre, dans des mines qui ne sont pas très, très éloignées de Marseille ou de la Provence. Donc ça, c'est le schéma sur lequel je vais passer rapidement. Et donc, Solvay invente un procédé, et puis, en haut, c'est Arles, là, et le point rouge en bas, c'est Salins de Giraud. Il va implanter ces usines de fabrication de la soude à Salins de Giraud. Il a le sel. Si vous passez à Salins de Giraud, on voit encore des montagnes de sel comme ceci. Il a de la chaux qu'il peut trouver pas très loin, et puis je vous raconterai pourquoi. Et donc, il change le procédé de fabrication de la soude. Donc, il relance une fabrication du savon beaucoup plus écologiquement correcte. Alors, il est belge. C'est un patron paternaliste. Il veut que ses ouvriers soient logés.
soit nourri,